Donc en quelques mots, donc Percé, c'est une équipe de 25 personnes. Nous sommes situés à Lyon, sur le campus de l'École normale supérieure de Lyon. Et donc là, je vous ai mis à peu près comment on est organisé. On est organisé en quatre pôles, que sont le pôle partenariat et réseau, le pôle production, donc ce sont les personnes qui sont chargées de la numérisation des collections, le pôle documentation, qui est le pôle qui est chargé de créer les métadonnées des collections qui nous sont confiées, le pôle informatique, développement et informatique et développement, donc ce sont eux qui gèrent l'infrastructure et qui gèrent les différents sites web. Et enfin, la direction qui a changé récemment, donc maintenant nous avons une nouvelle direction depuis le 1er mars. C'est donc Gabriel Richard qui a pris la tête de Percé, après avoir intégré l'équipe en septembre 2019 comme responsable du pôle partenariat et réseau. Donc Nathalie Fargier, qui était la directrice de Percé depuis fort longtemps, est partie pour d'autres horizons, et donc a été remplacée il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous ai mis les valeurs qui nous caractérisent, donc Open Science, les données que l'on produit, que l'on diffuse, elles sont aussi ouvertes que possible. Ça, c'est un souci que l'on a, de ne pas mettre d'accès contrôlé aux collections. La seule contrainte qu'il peut y avoir, c'est la barrière mobile, si les éditeurs souhaitent que les numéros les plus récents de nos collections ne soient pas accessibles en libre accès. Le temps long, on diffuse des collections dans leur intégralité, du premier numéro jusqu'à un numéro le plus récent, et on fait en sorte de préserver ces données en les archivant, notamment au CINES. Des données que l'on appelle FAIR, donc je ne sais pas si vous connaissez ces principes, ce sont des findable, accessibles, interopérables, réutilisables. Donc on fait en sorte que ces données-là, les données que l'on produit respectent ces grands principes dans leur construction, dans le stockage, dans la manière de les présenter et dans la manière de les publier. Un petit détour historique. Donc, Percé existe depuis 2003. Au départ, il a vu le jour à la faveur d'un appel à projet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui avait comme objet d'identifier un consortium d'établissements publics pour concevoir et maintenir une plateforme de numérisation, d'enrichissement et de diffusion dédiée aux collections patrimoniales de revues scientifiques en sciences humaines et sociales. 2 ans plus tard, le portail Percé est né, avec les collections de 7 revues pionnières, auxquelles était associé un ensemble d'outils de navigation et de recherche. En 2013, Percé s'est transformé et passé d'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à un statut un peu plus officiel, qui est un statut d'UMS, unité mixte de services, du CNRS, de l'École normale supérieure de Lyon et de l'Université de Lyon. En 2016, on a été inscrit sur la feuille de route des infrastructures de recherche, et ce qui a permis aussi d'asseoir un peu Percé et de stabiliser son fonctionnement. Et des nouveaux outils et de nouveaux services ont vu le jour. En 2017, le Triple Store, le Data Percé, et en 2018, les premières Percéides. Tout à l'heure, je vous ai montré l'organigramme. Sur les 25 personnes qui composent Percé, une grande majorité des gens sont des contractuels, soit des CDI, soit des CDD. Donc, longtemps, le statut des personnels de Percé a été relativement précaire, même si les choses ont tendance à se stabiliser aujourd'hui. Mais pour vous donner un peu une idée on est nombreux, mais le statut d'un certain nombre de mes collègues n'est pas forcément très pérenne non plus. Alors, pour revenir en arrière, 2018, c'est une date importante aussi pour Percé, au-delà des premières Percéides, qui me tiennent particulièrement à cœur, mais en 2018, Percé est devenu et a pris le pilotage de la politique de numérisation du GIS, donc du groupement d'intérêt scientifique Collex Percé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce dispositif. C'est un dispositif qui permet de financer un certain nombre de projets de numérisation et de diffusion de corpus, et qui existe maintenant depuis 2018 et qui va exister jusqu'en 2022, et qui se caractérise par notamment par des appels à projets annuels
Donc il y en a qui ont lieu à l'automne. Donc il y en a eu 2 en 2018, 1 en 2019, et on espère qu'il y en aura d'autres en 2020, 2021 et 2022. Les missions et services de Percé. Donc Percé est vraiment ancré dans le paysage numérique français, vous l'avez vu depuis 2003. Le souci de Percé, c'est d'œuvrer à transformer les pratiques et les usages numériques de son public. Alors par public, on entend à la fois les chercheurs, ça c'est notre premier public, mais notre public que l'on a, c'est le grand public. Parce qu'il s'avère que le portail Percé est suffisamment bien référencié sur Google pour attirer des internautes qui sont souvent à la recherche d'informations d'histoire. Et on se rend compte que dans le trafic que l'on a, il n'y a pas que des chercheurs qui consultent nos collections. L'offre de services s'est progressivement s'est développée progressivement autour de différents types d'objets documentaires et scientifiques, et exploité de manière différenciée. Donc on fera le point tout à l'heure, le portail Percé dans un premier temps, le Triple Store, Data Percé et les Percéides. Donc, pour mener à bien ces missions, Percé dispose d'une plateforme technologique qui est intégrée, mais qui est en pleine évolution également. Alors, cette plateforme, elle prend en charge, comme vous pouvez le voir, l'ensemble des étapes d'un process qui permet la diffusion d'une collection sur le portail ou la diffusion d'un corpus sur une perséide ou la diffusion des métadonnées dans le Triple Store. Donc, la première des étapes, c'est effectivement la numérisation. Alors, habituellement, on fait de la numérisation après massicotage. Alors, on sait que ce terme-là, massicotage, ça peut crisper. Mais dans la mesure où nous diffusons, on numérise à peu près 500 000 pages par an, évidemment, c'est quand même plus efficace et plus rapide si on massicote les collections. Habituellement, les éditeurs ou les bibliothèques nous confient des collections qui sont des doubles, donc on n'a pas de difficulté à les massicoter. Cela dit, s'il est nécessaire de réaliser de la numérisation à livre ouvert, on le fait aussi maintenant. On est équipé d'un scanner qui prend des photos sur le dessus. Une fois ces documents numérisés, on les intègre à la chaîne. On peut aussi récupérer des fichiers numérisés par ailleurs, comme on le fait par exemple avec le laboratoire InVisu qui procède à une numérisation suivant les préconisations qu'on leur fournit. Et on les intègre ensuite dans la chaîne. Ça, c'est une possibilité que l'on offre également. Les fichiers numérisés sont également ossérisés lorsqu'il s'agit de l'imprimer. Lorsqu'il s'agit de langues latines ou de langues qui sont assez classiques. Voilà. Une fois cette étape réalisée, l'étape suivante, c'est ce que nous appelons dans notre jargon à Percé la documentation. En fait, il s'agit ici de créer les métadonnées des collections numérisées, c'est-à-dire de créer une structuration documentaire d'une granularité assez fine, qui répondent à un besoin. Et cette étape, c'est en 2 temps. Dans un premier temps, on va créer un modèle documentaire adapté. Et une fois que ce modèle documentaire est adapté, ensuite on crée les métadonnées. Donc on a des personnes chez nous qui utilisent notre outil et qui repèrent sur un fascicule le titre des articles, les auteurs et les différentes parties, si les articles sont vraiment à segmenter de manière très fine. Cette étape est généralement réalisée chez nous, mais peut aussi être déportée, ce que l'on fait avec InVisu toujours, qui prend en charge cette étape-là. Pour ce faire, on assure une formation à l'usage de la chaîne et de l'outil. Et ensuite, nos collègues sont totalement autonomes pour réaliser cette tâche. La partie sémantisation, il s'agit en fait ici d'inscrire les données produites dans le web de données, notamment les auteurs que l'on repère dans les collections et qui sont alignés sur IDREF, donc qui est le référentiel du SUDOC, qui est le référentiel pivot que l'on a sélectionné. Grâce à cet alignement de nos auteurs sur IDREF, on peut attaquer d'autres plateformes telles que le DataBNF, VIA, FISNI, et on peut même aller jusqu'à DBpedia si les liens le permettent.
On peut également aligner des entités nommées lorsque celles-ci sont possibles. Par exemple, dans certaines collections en sciences de la vie et de la terre, on aligne les petites bêtes, les espèces, sur un référentiel qui s'appelle le GBIF. On peut aussi aligner des monuments, c'est ce que l'on fait avec Invisu, quand dans les collections qu'ils nous confient sont décrits des édifices du Caire ou d'Alger et ces édifices sont eux-mêmes décrits dans des référentiels spécifiques, auquel cas on fait le lien vers ce référentiel. À l'issue de ces alignements, en fait, ces alignements ne servent pas seulement à inscrire les collections dans le web de données, mais permettent également de créer des index de navigation, des entrées dans les collections. Chaque auteur qui a été identifié, aligné, rejoint ensuite un index des auteurs. Ces auteurs qui sont après ces index qui sont disponibles collection par collection. La partie diffusion, enfin. Alors ça, c'est l'étape quasiment finale du process. C'est celle qui donne en fait à voir tout le travail réalisé en amont, que ce soit la numérisation, la documentation, la sémantisation. Et elle intervient en général, pour ce qui est du portail percé, 2 ans et demi à 3 ans après le début du premier contact qui a été pris avec les collections, avec les bibliothèques et les éditeurs qui nous confient des collections. Cette diffusion, elle est de 3 sortes. Soit c'est une diffusion sur le site web pour le portail percé ou pour les perséides, soit sur le Triple Store, donc une diffusion des métadonnées au format RDF. Je vous ai également mis les web services. En fait, on a développé un certain nombre d'outils qui permettent à des programmes informatiques et des développeurs de récupérer les données qui concernent les autorités, personnes, monuments, taxons, par exemple. On propose également un serveur OAI. Pour ceux qui souhaitent récupérer uniquement les métadonnées, c'est un outil qui est en libre accès. Il y a également une possibilité de récupérer le texte intégral des collections. Et ça, c'est sur simple demande. On ouvre un accès spécifique pour ceux qui le souhaitent, collection par collection. J'ai également indiqué à la fin, ça c'est la partie évolution technologique de la chaîne, une diffusion via 3IF des collections que l'on va produire. On a rendu compatible notre chaîne de traitement à ce protocole-là et dans les mois à venir, certaines collections seront moissonnables via 3IF. Donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est un protocole qui permet de récupérer des métadonnées et les images. Et la BNF Gallica le propose déjà. Et ça permet en fait après de créer de grandes masses de données tout en laissant ces données-là chez le producteur. Dernière étape, la préservation. Il s'agit là effectivement d'inscrire tout le travail qui a été fait en amont dans le temps long et donc en archivant les collections que l'on produit au CINES. Pour ce qui est des revues, pour les corpus, on les rend archivables et on les met à disposition des partenaires pour qu'ils puissent assurer eux-mêmes l'archivage parce qu'on n'a pas de convention avec le CINES pour les corpus. Et ensuite, on réalise une sauvegarde, ce qui rend les collections plus immédiatement récupérables en cas de nécessité. Je vous ai également indiqué qu'on réalisait un contrôle qualité automatique et humain, notamment sur les alignements que l'on peut faire sur les auteurs. On a un programme informatique qui va aller vérifier dans les différents référentiels s'il y a ou pas, si l'entité ou l'auteur est présent, et c'est une personne qui va valider l'alignement qui est proposé. Voilà pour la plateforme. En fait, cette plateforme, je vous indiquais également qu'elle était en pleine évolution. Nous sommes engagés dans un vaste chantier de renouvellement donc, de cette plateforme qui, en fait, elle a été historiquement développée pour traiter des publications en série, que ce soit des revues, des collections d'ouvrages, des actes de congrès, ce genre de publications. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de proposer des modèles documentaires qui s'ouvrent à d'autres types d'objets tels que les archives, les fonds photographiques, et la chaîne que nous utilisons actuellement n'est pas des plus adaptées. Donc nous travaillons à la faire évoluer
et pour pouvoir prendre en charge ces nouveaux types de documents et ces nouveaux corpus. Alors, sur ce point, quels sont les... Pardon, si je peux pas Oui, parler. je vous en prie. Sur ce point, quelles sont les étapes de la chaîne que vous envisagez de revoir, éventuellement, quelle technologie? Alors en fait, Elle semble assez classique, la chaîne. oui, c'est une chaîne assez classique finalement, bien sûr. Non, mais c'est sûr. En fait, c'est plus dans la manière dont on organise les objets documentaires. Voilà. Aujourd'hui, notre matière première, ce sont des revues. Donc c'est une collection qui est composée d'un certain nombre de volumes, qui sont des numéros, des fascicules. À l'intérieur, il y a des documents. C'est très arborescent comme objet. On ne peut pas se défaire de ce modèle-là aujourd'hui. Ce qui est problématique pour un fonds d'archives, pour un fonds photographique. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire évoluer ce modèle-là et de ne plus fonctionner en termes de collection qui comporte des numéros, qui comporte des fascicules et qui comporte des documents. L'idée, c'est qu'un document, à la fin, peut être rattaché à n'importe quoi. Donc c'est vraiment de se sortir de ce schéma arborescent. D'accord, donc en utilisant par exemple l'entrée dans les index, des éléments de la chaîne. Merci, excusez-moi. Oui, donc peut-être avez-vous envisagé donc, sur ce principe de revoir certaines tâches comme ou de valoriser certains éléments de cette chaîne comme les entrées dans les index par exemple? C'est ça. D'accord, pour s'articuler avec des fonds d'archives. C'est ça. L'idée, c'est que il y ait plus de souplesse dans la manipulation des objets documentaires, qu'on puisse que ce que l'on manipule, ce ne soit plus uniquement des publications en série, qu'on arrive à traiter un corpus qui va être composé d'articles, d'ouvrages, de photos, d'archives, etc. et d'en faire, et de permettre, in fine, des entrées dans ces corpus avec des index spécifiques. Voilà. Et de plus, mais ça, en fait, l'évolution de la chaîne, elle a été pensée aussi pour les perséides. Parce qu'on sait, le portail Perséide, finalement, c'est des collections, ce que je vous disais, des collections de revues, de publications en série. Une perséide, c'est plus ça. Une perséide, c'est un corpus. Et il faut donc que notre outil permette de traiter un corpus. Et qui dit corpus, ça je vous montrerai tout à l'heure, qui dit corpus dit des outils de navigation spécifiques et plus du tout des outils de navigation génériques comme ce que propose le portail. Voilà. Est-ce que... Merci beaucoup. Oui. Donc voilà pour la chaîne. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la chaîne, sur comment... C'est tout. Donc, le portail Percé maintenant. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit du service historique de Percé qui donc a ouvert en 2005 avec comme objectif d'améliorer la visibilité des collections de publications scientifiques et favoriser leur usage grâce à des outils d'exploitation variés et génériques. Comme je vous le disais tout à l'heure, il diffuse majoritairement donc, des collections complètes de publications en série, que ce soit des revues, des collections d'ouvrages, des actes, des colloques, etc. En sciences humaines et sociales, ça a été vraiment le cœur de cible de Percé, mais on s'ouvre aujourd'hui aux sciences de la vie et de la terre et autres sciences dures. Ces collections, elles présentent des caractéristiques communes en termes de structuration documentaire. D'une revue à une autre, en général, ça fonctionne toujours à peu près de la même façon. Donc l'idée, c'était de développer des outils génériques d'exploration et que ces outils répondent à des besoins constants de lecture d'articles à des fins de documentation et de recherche. Par outil générique, on entend
on entend la recherche plein texte. Quand on est dans le portail Percé, on peut faire une recherche dans l'ensemble des collections. On peut télécharger au format PDF la totalité, enfin, les articles que l'on diffuse, les documents que l'on diffuse. On peut accéder aux documents via des index auteurs, quelles que soient les collections. On propose, quelles que soient les collections, le plan des articles quand il existe, la liste des illustrations. Les résumés, ce sont les résumés de l'auteur, on ne les invente pas. Mais s'il y a des résumés, ils sont diffusés. On propose aussi les articles liés. Si par exemple dans un document est cité un article présent dans Percé, on fait le lien vers cet article et le lien inverse. On permet l'export des références, de la référence bibliographique, etc. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc ça, en gros, c'est le modèle de Percé. Donc en gros, on a des collections qui sont composées de séries et de revues, eux-mêmes composées de numéros, les séries de livres, etc. Ça, c'est le modèle de... C'est pour vous donner une idée des objets que l'on manipule et des interactions qu'il y a entre la collection et finalement les auteurs des documents qui sont présents dans les collections. Ça, c'est pour vous montrer la complexité de du modèle documentaire des objets documentaires que l'on manipule. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est trop technique, pas assez? Non, c'est bon. Donc je reviens, je fais un petit retour en arrière, c'est un peu brouillon mon affaire. Donc le portail Percé, c'est ça. En gros, c'est une bibliothèque numérique pour les universitaires et les curieux. Donc là, c'est une diapo qui date un peu, c'est une présentation qu'on avait fait faire qui lui a marqué 700 000 documents. On est plus proche des 900 000 que des 700 000 maintenant. On propose des documents, comme ça, on propose des documents disponibles avec le texte intégral, avec des métadonnées standardisées, alignés sur un certain nombre de référentiels. Et quand on dit que ces documents sont certifiés et les données alignées, ça veut dire qu'en fait, c'est à Percé qu'on fait ce travail-là de vérification et de contrôle qualité. Donc là, je reviens sur les métadonnées de Percé. Une fois que vous avez ce schéma en tête, ça va aussi servir en fait à comprendre comment fonctionne le Triple Store. Parce que finalement, le Triple Store est adossé au portail Percé et va manipuler les mêmes données que le portail. Donc ça, c'est le schéma tel que ça fonctionne aujourd'hui, sachant que l'idée, c'est de toujours respecter le document papier original. On ne s'éloigne pas de ce qui a été édité, publié, imprimé. On n'invente rien, en fait. Tout ce que vous trouverez sur le portail est la reproduction de l'imprimé et du papier. Donc ça, je reviens sur les services les outils de navigation que l'on propose sur le portail Percé. Vous devez reconnaître, j'imagine que vous vous en servez, vous devez reconnaître comment ça se passe. Un certain nombre d'outils ne sont pas forcément très évidents à trouver. Quand vous affichez un document en ligne comme ça, vous voyez sur la gauche, là, il y a marqué, en bas à gauche, il y a marqué PDF, il y a quelques icônes. Et en fait, une fois que vous êtes là, vous pouvez effectivement télécharger le PDF. L'icône d'en dessous, ça permet d'afficher le texte ossérisé. Si vous voulez récupérer l'OCR, vous pouvez, à la lecture en ligne. Vous pouvez zoomer, dézoomer, afficher ou pas la navigation dans l'article. Dans les documents, lorsqu'il y a des illustrations, celles-ci sont extraites, identifiées comme étant des illustrations. Les ayants droit de ces illustrations sont également identifiés. Et c'est pour ça que dans certaines collections, il y a des illustrations que vous ne voyez pas. C'est parce qu'en fait, les ayants droit ne nous ont pas donné l'autorisation de diffuser ces illustrations. Voilà. Le plan de l'article, en fait, permet de naviguer à l'intérieur du document quand celui-ci est un peu important. Et c'est le résultat de ce travail de structuration documentaire que l'on produit. Dites-moi. Est-ce que le texte
OCRisé est exploitable par l'utilisateur? Alors, le texte OCRisé, c'est un OCR non corrigé. D'accord, c'est bon. Voilà. Je pense que ça répond. Alors, pour être un peu plus précise, sur les collections les plus récentes, le texte OCRisé est exploitable parce que le matériau de base est de bonne qualité. Il est évident que sur des collections anciennes ou des collections qui sont de l'entre-deux-guerres où le papier n'est pas de très bonne qualité, l'impression n'est pas de très bonne qualité, l'OCR est de fait pas de très bonne qualité. Voilà. Et on ne prévoit pas de corriger cet OCR. Voilà. Oui, on prévoit pas ça. Par contre, cet OCR, c'est ce qui permet la recherche plein texte. Alors c'est vrai aussi, c'est pour ça que parfois les résultats de la recherche plein texte ne sont pas toujours très évidents. Mais c'est dû à la qualité de cet OCR, à la qualité des collections. Voilà. Donc on est tributaire en fait des collections papier. Même si alors, on est aussi il faut aussi voir que depuis 2003, donc les OCR ont évolué. Et l'OCR qu'on utilise aujourd'hui n'est pas celui qu'on utilisait en 2003. Donc il y a aussi des niveaux de qualité qui sont différents parce que les outils se sont améliorés. Oui, et effectivement, si vous envisagez de faire des entrées par les index, enfin de revoir certains éléments de la chaîne sur la plateforme, ça pourrait permettre éventuellement d'avoir une recherche plus fluide. Qu'en pensez-vous ? Alors, la recherche sur le portail dépend de l'OCR, mais pas que. Ça dépend aussi du moteur de recherche qu'il y a derrière et de son paramétrage, en fait. Aujourd'hui, on travaille avec le fait d'avoir plus de 300 collections et plus de 800 000 documents fait que c'est difficile de paramétrer le moteur de recherche pour qu'il soit le plus performant possible sur l'ensemble des collections, en fait, parce qu'il y a quand même malgré tout une certaine hétérogénéité de l'OCR qui est produit. Donc la fluidité de la recherche, elle ne dépend pas que de l'OCR. Vraiment. Je pensais à certains textes anciens. On ne fait pas de texte ancien. Non, mais quand je veux dire ancien, de moins bonne qualité, enfin, indexé sur la qualité. En fait, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de produire un OCR corrigé vu la masse de données que l'on manipule. Voilà. Mais on sait, ça c'est pour ce qui concerne le portail Percé. Pour ce qui concerne les Perséides, c'est une autre histoire en fait. Parce qu'on va être sur des volumes et des corpus d'une toute autre ampleur, bien plus petits généralement. Mais ça c'est autre chose, ça, on est sur un autre dispositif. Là pour le portail Percé, il s'agit quand même de produire... on fait de la numérisation, on fait 500 000 pages numérisées par an. On ne produit pas 500 000 pages documentées, on ne diffuse pas 500 000 pages par an, mais on est quand même dans des volumes importants et l'objectif, c'est quand même d'avoir des collections mises en ligne régulièrement et de permettre un accès à la totalité de ces collections le plus efficace possible, même si on sait que typiquement sur le moteur de recherche, il y a certainement des efforts à faire. Mais il faut aussi savoir, ça je vous le montrerai dans les statistiques tout à l'heure, que l'accès aux collections et aux articles de Percé se fait dans l'immense majorité par Google. Dans 99% des cas, ça vient de Google. Donc on aurait beau travailler sur le moteur de recherche, de toute façon on n'est pas Google, donc voilà. Donc je vais vous faire une petite présentation particulière des pages autorité personne. Donc ça c'est un des derniers outils que l'on a mis en ligne il y a quelques 2 ans maintenant, 2-3 ans maintenant. L'idée c'était d'exploiter justement les alignements vers des référentiels auteurs et personnes et de proposer en une seule et même page pour l'ensemble des autorités personnes qui sont présentes dans les collections diffusées sur le portail Percé, une page qui regroupe à la fois ces publications dans Percé et des informations la concernant qui proviennent d'autres bases de données, d'autres référentiels. Donc sur une seule et même page, vous avez en haut à gauche un cartouche qui concerne les informations biographiques d'une personne. Là ici
J'ai pris comme exemple Françoise Héritier. Donc en haut à gauche, on a des informations qui ne sont pas produites par nous, mais qui proviennent de DataBNF. Donc on s'appuie quand même sur des référentiels qui font autorité, c'est le cas de le dire, dans notre domaine. Sur la partie en haut à droite, on a récupéré la photographie ou une image qui permet d'identifier cette personne, et on propose un ensemble de liens vers les référentiels vers ces informations dans d'autres référentiels. Ensuite, en dessous, c'est la totalité de sa production dans Percé, classée à la fois par collection. On extrait également ses co-auteurs. On peut extraire on peut classer et regrouper d'autres informations. Ça, c'est un exemple pour une personne, mais pour toute autorité dans Percé, par autorité, on entend les personnes, les taxons et des monuments. On aura le même dispositif, c'est-à-dire à la fois des informations que l'on produit, auxquelles on ajoute des informations récupérées d'autres référentiels. Donc ça a été une évolution des fameuses pages auteurs qui existaient avant dans le portail Percé et qui sont accessibles soit en cliquant sur le nom de l'auteur quand vous consultez un document, soit depuis l'index auteur collection par collection. Donc ça, c'est un point d'entrée, en fait, de navigation dans le portail. Ces pages-là ne sont pas les pages de CV, par exemple. Ça nous est arrivé que des auteurs nous contactent pour nous dire qu'il manquait des informations dans ces pages-là. Nous pensant qu'il s'agissait ici de leur CV. Ce n'est pas ça. C'est vraiment une page qui regroupe les publications dans Percé. Si vous notez des erreurs dans ces pages, notamment qui proviennent au niveau des informations biographiques, par exemple, il ne faut pas hésiter à nous les signaler, et nous, on fait remonter l'information aux différents... à la fois à la BNF ou à IDRF, de manière à ce que les corrections soient faites. Et une fois que les corrections sont apportées chez eux, on les répercute, on récupère les nouvelles données et on répercute les corrections. Donc voilà, donc on récupère des données de DataBNF, de l'IDRF, et via l'IDRF, on récupère les thèses qu'il a dirigées ou qu'il ou elle a dirigées et ou soutenues, des informations de DBpedia, etc. Voilà. Ces pages-là sont mises à jour régulièrement, tous les 15 jours à peu près, par un processus semi-automatique. Quelques données donc, de statistiques sur Percé qui datent de 2018, donc ce n'est pas des données forcément très récentes, mais c'est celles que l'on a compilées. Donc pour vous donner une vue des champs disciplinaires que l'on couvre, donc 88% de la production que l'on diffuse, c'est des SHS, ce qui paraît logique. Mais donc, comme je vous disais tout à l'heure, on s'ouvre aux sciences de la vie de la Terre et sciences de l'environnement. Donc nous avons majoritairement des collections d'histoire. Voilà. Donc ça aussi, c'est un peu historique. C'est égal de le dire. En 2018, pour vous donner une idée, on a mis en ligne à peu près 54 000 documents. Les documents qui sont mis à jour, ce sont des documents pour lesquels il y a eu des corrections qui ont été apportées ou des alignements qui ont été faits, ce genre de choses. On a mis en ligne 15 nouvelles publications et 25 nouvelles publications ont été sélectionnées. Comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où une publication est sélectionnée pour intégrer le portail Percé, il faut compter entre 2 ans et demi et 3 ans avant que la collection soit mise en ligne. Donc toujours quelques données, quelques informations statistiques pour que vous vous rendiez compte du volume de données, de collections que l'on brasse chaque année. Il y a une différence entre les pages préparées en vue de la numérisation et les pages traitées avec l'ossérisation, etc. Parce qu'il y a des pages pour lesquelles on ne produit pas d'OCR, comme les pages blanches par exemple, où il n'y a que des illustrations, il n'y a pas d'OCR qui sont produites. Quelques statistiques aussi. Percé, c'est 72 millions de visites annuelles.
Et c'est 57% des gens qui viennent depuis un ordinateur et 43% qui viennent depuis un mobile. Donc ça aussi, ça fait partie d'un changement vraiment important des usages du portail, qui est finalement, j'imagine, assez conforme aux usages que l'on a tous de notre téléphone pour consulter Internet. Et donc je vous me disais, 90% arrivent par Google et Google Scholar. Donc finalement, on compte sur Google. L'objectif, c'est d'avoir un bon référencement plutôt qu'un excellent moteur de recherche quelque part, puisque Google fait le travail pour nous. Voilà. Des questions sur le portail? Après? Bon. Le Triple Store Data Percé, donc c'est ce que l'on appelle percé en métadonnées. Alors, ça, c'est un outil un peu moins grand public que le portail percé, qui, vous l'avez vu, hein, ça permet de consulter des articles en ligne. Là, ici, en fait, il s'agissait de faire face à une demande croissante d'accès aux métadonnées en vue de leur fouille et de leur analyse. On est contacté régulièrement par des équipes de recherche qui identifient Percé comme étant un corpus de données à exploiter dans le cadre de recherche et au niveau de la fouille et de l'analyse. Donc l'idée, c'était de proposer un outil qui inscrit vraiment le Percé dans le champ du web sémantique et des données liées. Et on a développé une méthode pour interroger les métadonnées que l'on produit à travers deux outils. Un premier outil qui s'appelle le Sparkle Endpoint. Alors ça, c'est une interface qui permet d'interroger les métadonnées que l'on produit avec un langage qui s'appelle le Sparkle. Donc ça, très honnêtement, il faut être informaticien, hein, ou très très au point là-dessus. Il faut parler le Sparkle couramment. Et pour celles et ceux qui ne parlent pas le Sparkle couramment, on a mis en place un outil qui s'appelle Sparklis et qui permet d'interroger les métadonnées en langage naturel, relativement naturel. Et c'est assez efficace. Moi, je ne parle pas le Sparkle, par exemple, mais avec le Sparklis, j'arrive à interroger le data percé et à obtenir des résultats qui sont assez intéressants. C'est vraiment le Triple Store, c'est une autre façon d'interroger les données, de croiser ces données et de faire des calculs sur les données, par exemple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir chercher pour un auteur la totalité de ses publications dans Percé, savoir sous forme de fichier CSV d'avoir la liste de ses publications, pouvoir les trier de manière croissante ou décroissante, ce que l'on ne peut pas faire par exemple avec le portail. Ça va permettre de compter ses co-auteurs, d'avoir la liste de ses co-auteurs, ce genre de choses. C'est vraiment un autre outil d'exploitation, d'interrogation des données que l'on produit. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un Triple Store. Peut-être faire un petit récapitulatif. Donc, c'est une base de données qui contient des triplets RDF. Un triplet RDF a toujours la même organisation. On a un sujet, un prédicat, c'est une action, et un objet. Par exemple, tel auteur a écrit cet article. Cet article est publié dans telle revue. Cet article est publié en telle année. Ça, c'est un triplet. Donc, on a transformé toutes les métadonnées en triplet RDF et on les a mis à disposition. Les données, comme je vous disais tout à l'heure, elles ont été enrichies grâce à des données issues de référentiels extérieurs et dans le graphe de Percé, on indique également les liens vers ces données extérieures. Le fait que dans le graphe, on donne les liens vers ces données extérieures, on dit tel objet à Percé, c'est le même qu'à DataBNF par exemple. Et c'est le même qu'à IDRF. Et par le jeu des liens, quelqu'un qui écrit un script, qui écrit un script informatique, va pouvoir, de lien en lien, de rebond en rebond, récupérer des données à partir du Triple Store de Percé, d'aller récupérer des données à DBpedia, par exemple. En disant, moi je veux l'auteur dans Percé, je veux aller récupérer sa photo, qui est dans DBpedia, et je veux récupérer sa biographie, qui est dans DataBNF. Ça, c'est par le jeu des alignements. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'était de permettre aux utilisateurs, aux chercheurs qui interrogent le Triple Store, de se créer un corpus personnalisé à partir des métadonnées que l'on produit.
avec le Triple Store de Percé, on peut interroger la totalité des métadonnées que l'on produit à chaque interrogation. On n'est plus du tout dans une consultation comme sur le portail Percé où on va aller parcourir une collection, on sait qu'on veut le numéro 3 de telle revue, et parce qu'on sait que dans ce numéro 3 de telle revue, il y a un article qui nous intéresse. Là, l'idée, elle n'est pas ça. L'idée, c'est de se dire, moi, je veux savoir, par exemple, sur tel auteur ou telle revue, je vais pouvoir accéder à toutes les informations qui concernent l'auteur ou la revue. Et une fois que je suis sur la revue, je peux savoir les auteurs qui ont publié dans cette revue. Je peux savoir sur ces auteurs, je peux savoir ceux qui ont publié dans d'autres revues, etc. L'idée, c'est vraiment d'interroger de manière globale l'ensemble des métadonnées. On n'est plus du tout dans une navigation standard, mais on est vraiment dans le cadre d'une navigation par exploration. Et ça peut être assez vertigineux parce que finalement, l'interrogation, quelque part, elle ne s'arrête jamais, parce qu'il y a toujours possibilité de repartir à partir d'un élément et d'interroger de nouveau d'autres métadonnées. Je vous ai indiqué tout à l'heure les deux options d'entrée. Soit on est un expert et on utilise Sparkle Endpoint. Si on ne parle pas le Sparkle, on utilise le Sparklis. Et dans tous les cas, à l'issue, on peut récupérer des données, soit en CSV, en XML ou en JSON, qui sont des données exploitables par des langages informatiques ou par un Excel, par exemple, si on récupère un CSV. Peut-être que je pourrais vous faire une démonstration. Peut-être le coup. Je vous ai mis quelques exemples de requêtes. Par exemple, sur Françoise Héritier, je voudrais connaître toute sa production. Et je voudrais récupérer ses informations biographiques. Ça, le petit bout dessous, là, c'est le Sparkle qui a été généré automatiquement par le Sparklis. Et à la fin, j'obtiens un CSV avec Françoise Héritier et la totalité de ses informations biographiques, que je peux réinjecter dans un autre système, par exemple. Je peux aussi savoir quels sont les auteurs qui ont publié dans le plus grand nombre de revues et quelles sont ces revues. Chose que je ne peux absolument pas faire avec le portail Percé. Je peux savoir quel est l'article le plus ancien, je peux savoir quel est l'article le plus récent, je peux connaître les dates de naissance et dates de mort des auteurs. Chose que je ne peux pas, information que je ne peux pas obtenir en interrogeant le portail Percé par le moteur de recherche, par exemple. Je ferai une démonstration tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on sait aussi que le Triple Store de Percé, enfin un Triple Store, c'est pas un outil facile, c'est pas un objet facile à manipuler et que ça nécessite un petit peu d'apprentissage et de pédagogie. Donc on a travaillé à du matériel pédagogique avec à la fois des sets de données qui sont déjà pré-mâchés, à télécharger. Si vous voulez récupérer tout Percé au format RDF, vous pouvez le télécharger, l'avoir sur votre ordinateur. Si vous voulez pouvoir télécharger une revue au format RDF, vous pouvez. Vous pouvez aussi télécharger toutes les autorités présentes dans Percé, par exemple, pouvoir l'utiliser dans vos propres outils. Pour interroger le Triple Store, on a fait quelques petites vidéos, il y a des tutoriels, ce qui est un bon début. Et on a des exemples de requêtes et le processus d'interrogation. On a mis aussi des liens vers des outils de visualisation de données qui permet finalement de voir à partir d'un objet tout son écosystème et tout son environnement de manière graphique, ce qui est assez intéressant et ça aide assez bien à se repérer. Dans tous les cas, si vous avez rencontré la moindre difficulté avec le Triple Store, un petit mail et on vous répond, parce qu'on est toujours très content de savoir qu'il y a des gens qui se servent de cet outil. Donc voilà, quelques données chiffrées. Percé, c'est 40 millions de triplés. Donc vous pouvez naviguer dans 40 millions de triplés. C'est un peu vertigineux, mais voilà. C'est 202 jeux de données et c'est finalement quasiment 300 000 visites à l'année. Donc c'est finalement pas un outil Enfin, c'est un outil qui est assez utilisé finalement. Je vais terminer sur les perséides, c'est moins 10. Est-ce que vous avez des questions sur le Triple Store ou est-ce qu'on attend ce mot après? Donc le dernier service de Percé. Donc l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'utiliser l'expérience de Percé pour la numérisation et la diffusion de collections de publications scientifiques
d'utiliser cette expérience et de l'utiliser pour la diffusion de corpus. En fait, on est régulièrement contacté pour prendre en charge des corpus qui ne sont pas des publications scientifiques et il y a encore 2-3 ans en arrière, on répondait qu'on ne pouvait pas. Aujourd'hui, on a les moyens de le faire mieux et l'idée c'est que l'on permette de mettre à disposition des corpus hétérogènes 2D. Par 2D, j'entends tout ce qui est du papier. Donc on ne gère pas la vidéo par exemple, des corpus de vidéo, des corpus de son, on ne sait pas encore faire, des corpus d'objets 3D, on ne sait pas encore faire non plus. Voilà. L'idée c'est d'encourager leur exploration enrichie pour des usages spécifiques. Donc, une perséide se comprend en 5 points clés, que sont la numérisation de corpus 2D ou l'utilisation de corpus nativement numériques. Ça, c'est vraiment le cœur du projet. L'idée, c'est qu'il y a un corpus et que ce corpus soit numérisé ou nativement numérique et diffusé dans son intégralité sur un site web. Ce corpus est ensuite structuré et on crée des métadonnées enrichies et alignées. On propose des alignements vers des référentiels toponymiques, par exemple, mais tout autre référentiel qui est identifié par les porteurs de projet comme important. La diffusion, elle se fait sur un site web dédié. On n'est plus du tout sur une diffusion sur le portail Percé, mais on est sur une diffusion sur un site web à part dont l'URL est le nom du projet .percé.fr. Et les collections là ne sont pas reversées dans le portail Percé. On est vraiment sur un autre mode de diffusion, un autre mode de consultation. L'idée, c'est quand même que l'on ne propose pas des outils génériques, comme on peut le proposer sur le portail Percé, mais des outils de navigation et d'exploration spécifiques. Un moteur de recherche, parce que ça, évidemment, c'est l'outil de base, mais aussi tout index qui paraît important pour explorer le corpus. Une visionneuse Mirador, on ne sera plus du tout dans le même dispositif que le portail Percé. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette visionneuse, c'est celle qui est utilisée entre autres par Projet Biblissima. Des données interrogeables et moissonnables via 3IF. Et l'idée, c'est que ces outils-là soient développés en fonction d'usages qui auront été identifiés dès le départ du montage du projet. Donc à chaque perséide, il va y avoir finalement des outils spécifiques. Un moteur de recherche, ça oui, mais chaque projet, chaque porteur de projet nous fera part de ses besoins. Ça pourra être de la géolocalisation, ça pourra être de la navigation par une frise chronologique, ça pourra être des index thématiques, des index toponymiques, des index de personnes, etc. Ou des extractions d'index de personnes, par exemple, ce genre de choses. On est toujours sur les mêmes valeurs d'open access. L'idée, c'est quand même que ces corpus soient diffusés de manière aussi ouverte que possible. Donc ça, c'est un souci que l'on a et qui est effectivement une petite contrainte sur ces corpus. Sur des corpus très contemporains, il faudra toujours s'assurer que les droits sont acquis pour la diffusion de ces documents. Les données sont interopérables, on est toujours dans le même dispositif. Ce qui est très important dans le deuxième point, c'est le partenariat. L'idée, c'est vraiment que l'ensemble des partenaires se retrouvent autour d'objectifs qui sont communs et que le partenariat soit durable et l'engagement soit durable. On sait en général qu'un projet de perséide, c'est entre 18 mois et 2 ans de travail. Il faut que les partenaires, quand ils nous soumettent son projet, s'assurent de la disponibilité des forces sur un temps long, moyennement long, 18 mois à 2 ans. Ça peut paraître court, mais finalement, dans la vie d'une organisation, plein de choses peuvent se passer, les personnes peuvent changer, mais malgré tout, le projet continue. Donc c'est en cela que l'engagement est durable et que les partenaires doivent s'assurer de la disponibilité des forces sur une durée donnée. Le projet scientifique est déterminé en amont avec les porteurs de projet.
Et on se rend compte qu'il a une véritable nature fédératrice, ce projet-là. C'est-à-dire que des partenaires vont se retrouver autour de ce projet, les objectifs sont communs et connus dès le départ, ce qui permet d'aller au bout du projet dans de bonnes conditions. Jusqu'à présent, les projets de Perséide qui nous étaient soumis ne passaient pas par un processus de sélection particulier, parce qu'il s'agissait pour nous de travailler, enfin d'expérimenter ce dispositif. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans un dispositif un peu plus construit, et les projets qui nous seront soumis devront passer un certain nombre d'étapes, notamment une vérification de l'instruction technique du projet. Est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on ne sait pas faire? Si on ne sait pas faire, est-ce que ça a du sens qu'on apprenne à le faire? Est-ce que c'est réplicable ou pas? Si on ne sait pas faire, est-ce que le partenaire peut nous aider à le faire, par exemple? Il faudra s'assurer que le porteur de projet a un financement, parce que, contrairement au portail Percé où les collections, on ne demande aucune contribution financière aux éditeurs qui nous contactent. Pour les Perséides, il va y avoir une participation financière qui va être demandée aux porteurs de projet. Cette participation financière n'a pas encore été déterminée, mais on y travaille. L'objectif, c'est qu'on ait un modèle économique à proposer d'ici la fin de l'année. On travaille à plusieurs scénarios. Pour l'instant, on n'a pas encore tellement arrêté nos choix. Et les projets seront soumis au conseil scientifique de Percé, dont la liste des membres de ce conseil scientifique sera publiée. Voilà, c'est un processus un petit peu long, mais l'idée, c'est qu'on se rend compte que ce sont des projets qui demandent beaucoup d'investissement, et l'idée, c'est qu'on puisse aussi répartir nos forces sur plusieurs années. Alors, quelques objectifs et enjeux des Perséides, pour vous donner une idée de ce que permettent les Perséides, en fait. Par exemple, une Perséide permet de produire de nouvelles recherches. Quand une collection, un corpus, un ensemble de documents est numérisé et diffusé, on se rend compte qu'il est appropriable par des étudiants, par exemple, par d'autres chercheurs, et que ce corpus-là devient l'objet de nouvelles recherches. Juliette me faisait part la semaine dernière d'une collection qui s'appelle les salons d'art, les livrets du salon d'art tunisien, et qui ont été mis entre les mains d'étudiants qui s'en sont emparés, qui produisent aujourd'hui de nouvelles recherches. Une Perséide aussi permet de structurer une communauté. On se rend compte dans ces projets-là que les partenariats qui se montrent entre structures un peu différentes, ça va être une bibliothèque, un SCD avec un laboratoire de recherche, et puis au-delà, ça peut être aussi des étudiants, et puis ça peut être, par exemple, sur un projet que l'on a sur des revues féministes, on se rend compte que ça va au-delà de la communauté scientifique et que ça peut déborder sur une communauté plus militante, et puis on met en relation les auteurs, etc., et que se crée une communauté qui se retrouve autour de ce projet au-delà des partenaires initiaux. Dans le cas d'une Perséide, on va aussi interroger les usages du patrimoine documentaire numérisé. On ne numérise pas que pour numériser et diffuser. C'est un premier pas. Mais on numérise aussi, on diffuse pour autre chose, et pourquoi? On participe à la préservation de son corpus. On se rend compte que certains projets qui nous ont été proposés concernent des corpus qui sont fragiles, peu disponibles, mal signalés, peu signalés, et que cette numérisation-là permet de cette préservation et permet cette diffusion, et de donner accès à des ensembles de documents qui sont difficilement accessibles. On favorise l'interopérabilité des données en mettant son corpus à disposition, en alignant ce corpus sur un ensemble de référentiels. On l'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, et ça permet de trouver d'autres corpus qui répondent à un corpus initial. Je vous ai mis deux, trois autres objectifs. Le dernier, c'est nouer des partenariats.
au-delà d'un projet initial de Perside, comme ça a pu être le cas avec Invisu, qui a concerné une première collection, eh bien, une deuxième, une troisième, une quatrième collection se sont rajoutées, voire une cinquième. Et aujourd'hui, on est sur un partenariat de plusieurs années. Et ce qui était au départ peut-être un one-shot, finalement, devient quelque chose de plus durable. Et on est amené à travailler avec des institutions, et à faire travailler des institutions, et à faire travailler des laboratoires de recherche, ce qui est toujours profitable à la recherche. 2 exemples de réalisation qui sont sortis en 2018 et 2019. Donc une première Perside qui s'appelle éducation.percé.fr et une deuxième qui s'appelle donc atar.percé.fr. Je parlerai d'Atar tout à l'heure plus longuement. La première Perside, éducation.percé.fr, c'est donc une Perside qui regroupe un ensemble de collections en sciences de l'éducation du 19e siècle. Le porteur de projet, c'est le laboratoire de l'éducation de l'ENS de Lyon, en partenariat avec la bibliothèque Diderot de Lyon. Donc aujourd'hui, on est à 5 collections en ligne. Cette année, on va en rajouter 1 ou 2. Et c'est un projet qui a obtenu un financement Colex-Percé en 2018. Et grâce à ce financement, on a pu rajouter plusieurs collections. Deuxième Perside, donc Atar, qui est une Perside dont la thématique c'est l'histoire de l'art et l'architecture du pourtour méditerranéen. On est dans un objet un peu différent d'éducation.percé.fr. L'idée là, c'est vraiment de mettre à disposition des publications qui sont pas forcément des publications scientifiques, mais des publications qui ont du sens pour une communauté et qui leur rend des services parce que leur faible disponibilité dans des structures de bibliothèques est un frein en fait à leur consultation. Et donc là aujourd'hui on est très heureux de permettre une consultation au-delà de la France de ces collections. En 2018, on a mis 4 collections en ligne. En 2020, on a mis une collection d'albums photographiques, des albums qui ont été numérisés par Gallica. Et le projet sur les albums photographiques a été financé également par Colex-Percé et se termine en juin ou juillet de cette année. Et se terminera par la création d'un SIG qui va permettre de naviguer à l'intérieur des albums par les édifices pris en photo Quelques nouvelles Persides qui vont sortir cette année. Archives parlementaires de la Révolution française qui devrait sortir au mois de juillet 2020. Une Perside donc, sur les revues féministes qui va sortir au printemps avec une première revue qui s'appelle Sorcière. Et une Perside sur un site de fouilles archéologiques qui s'appelle Bibracte. C'est un site qui est dans le Morvan. Et c'est un site de l'âge de fer. Donc Atar. C'est je pense que c'est la toute première Perside qu'on a sortie, avec une collection qui s'appelait les bulletins du comité de conservation des monuments de l'Araram, qui est en fait une collection qui décrit les édifices et les monuments du Caire ancien. Je te regarde parce que je ne veux pas me tromper. Du Caire ancien. Chacun des monuments décrits dans cette collection a été également décrit dans un référentiel qui s'appelle le Caïro Gazettir. Dans ce référentiel, donc, le monument était décrit avec des variantes de toponymes, donc en français, en arabe translitéré, en anglais, c'est bien déjà, géolocalisé, et décrit en expliquant ce que c'était que ce monument. Au moment de la création des métadonnées, un alignement a été fait entre la publication et ce référentiel, et aujourd'hui, on peut naviguer dans la collection à partir d'un index des monuments. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, la fontaine de l'Amirauté, par exemple, quand on va cliquer sur cette forme-là, on va avoir la liste des articles, des documents qui parlent de cette fontaine, plutôt que d'aller parcourir la collection, ouvrir les volumes, etc. Là, on est sur un autre dispositif.
Un petit récapitulatif sur Atar. Donc, InVisu a obtenu un financement BSN 5 en 2014 pour réaliser ce projet. En 2016, les bulletins du comité de conservation des monuments de l'Arabe ont été mis en ligne sur Percé, sur le portail Percé. Et la Perséide a été ouverte en 2018. En 2018, il y a également eu l'obtention d'un financement Collex Percé pour la mise en ligne des albums photographiques du Caire moderne. Et entre-temps, on a mis en ligne d'autres collections avec Juliette, que sont les feuillets d'Alger, les publications du comité de Vieille Alger et les livrets du Salon d'art tunisien. Voilà, donc c'est une Perséide qui au départ concernait un seul corpus et qui aujourd'hui grossit d'année en année avec l'ajout de nouvelles collections. Je vous ai indiqué en dessous, là dans la frise chronologique, avant la mise en ligne des collections, il y a toujours l'élaboration du référentiel qui est réalisé par le laboratoire InVisu. Et en général, enfin, je le dis sous le contrôle de Juliette, ce référentiel est créé en même temps que la documentation, la structuration est faite. À peu près, c'est ça. Voilà. Donc là, pour vous expliquer comment ça se passe. Donc les monuments sont décrits là pour un certain nombre d'entre eux sous OpenTeso, qui est un outil de thésaurus. Chaque monument est décrit de manière fine, avec un certain nombre d'informations. Dans la chaîne de traitement de Percé, on fait un lit dès que le monument est trouvé dans le document, on le surligne et un lien est posé vers sa notice dans le référentiel. Ce qui génère ensuite dans la partie visible du site, ça c'est la machinerie interne, et dans la partie visible du site, on est sur soit un accès par l'index des monuments en cherchant par ordre alphabétique, sinon dans le moteur de recherche, on tape le nom du monument, et le moteur de recherche permet de chercher dans la totalité des variantes de toponymes. C'est-à-dire que si on cherche Fontaine de l'Amirauté, on va le trouver, mais si on cherche Fontaine Baba Ali, il va également le trouver. Il ne va pas chercher que sur le terme retenu, mais aussi sur les formes rejetées. Une fois que le monument est trouvé, on clique dessus, on accède à sa page de description avec la totalité des articles qui le concernent. Et également, s'il y en a, les illustrations qui sont associées, quand elles ont été quand elles ont été repérées dans le corpus. Voilà. Je pense que c'est tout bon. Ben, merci. Pas de questions, c'est bien. Ou pas. Est-ce que vous voulez qu'on fasse, je vous montre un peu comment ça marche le Triple Store ou vous êtes noyé sous les informations? Oui, concernant les archives, il y a une structuration qui est hiérarchique. Et donc, est-ce que malgré tout, c'est possible dans une Perséide? Oui. L'idée de la nouvelle chaîne de traitement, c'est comment dire, les archives en général elles sont décrites en EAD. Et la nouvelle chaîne, elle va permettre d'intégrer de l'EAD produit par ailleurs par d'autres outils. Et on va garder cette structuration arborescente et hiérarchique. Oui. Donc on va pouvoir naviguer à l'intérieur des archives par les cotes, par exemple. Enfin, je ne sais pas si c'était ça la question. Mais oui, l'idée c'est quand il y a un inventaire, un instrument de recherche sur ces archives, c'est de pouvoir également le proposer comme outil de navigation dans les archives en fait. Merci et puis De rien.